Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Alors ce soir, nous sommes avec Luc Gini, le président de Sigma 2. Luc, comment vas-tu? Eh bien, bonsoir Pascal. Ben, écoute, ça va. Voilà, après une semaine Voilà, alors bien, semaine bien très remplie chargée. il y en a d'autres, il y en a d'autres derrière comme ça. Ouais, Mais ouais, voilà, ouais. c'est bien avec une actualité prenante sur le sujet qui nous intéresse. C'est plaisant, c'est plaisant. Ah, puisqu'on a eu la semaine dernière conférence de la NASA, c'était quand même un événement historique, cette histoire. Cette semaine, cette histoire avec David Grush qui sort et qui met les médias du monde entier dans le feu, hein, et on voit même le Parisien qui a fait une sur ce sujet avec une interview exclusive de cette personne. Mais surtout, et le timing, bah écoute, parfois l'univers fait bien les choses, le timing fait que cette semaine, eh bien, Sigma 2 a organisé un événement assez exceptionnel avec des scientifiques de premier ordre du domaine. On va y venir, mais avant, bien sûr, je ne peux m'empêcher de te poser des questions sur cette actualité qui est absolument brûlante. La NASA qui fait cette conférence de très bonne qualité, ces révélations, enfin révélations, ces déclarations, pardon, je préfère le terme déclaration parce que révélation, ça reste à prouver, bien sûr. Je pense que la presse française t'a quand même pas mal sollicité cette semaine pour avoir ton avis et l'avis du président de Sigma 2. En fait, j'ai eu quelques sollicitations hier, en fait, hein, après, évidemment, l'annonce enfin, de ces révélations ou informations fournies par un ancien du renseignement américain sur ces fameuses, je prends les choses à l'envers en fait, hein, sur bon, ces fameuses épaves, etc. Bon, il reste à voir exactement de quoi il s'agit, mais il semble que je dirais le témoin, en quelque sorte, a eu accès à un certain nombre de documents et qu'il a transmis par la voie hiérarchique à l'inspecteur général des services qui est habilité à connaître un certain nombre d'informations et donc à déclencher une enquête. Donc on verra. Mais, Ouais. comme tu l'as dit, il y a aussi l'actualité qui a été faite par cette conférence de la NASA, qui avait convié, il faut le préciser, l'ARO Ouais. et également la fédération, enfin l'aviation civile américaine. Quoi. Voilà. Ouais, parce que là, on se retrouve avec Sean Kirkpatrick qui dit, pour l'instant, nous avons des données intéressantes, mais rien qui ne puisse attester ou prouver d'une forme de vie extraterrestre qui vient nous visiter. Là, on a David Grush qui dit, moi, j'ai l'intime conviction, enfin, en tout cas, j'ai parlé avec des personnes qui disent qu'on a récupéré des soucoupes, mais je connais le credo de Sigma 2 et ton credo, c'est avant tout la data, la data, la data. Et c'est la base de tout. En fait, si je peux me permettre de te contredire, au niveau de Sigma 2, on n'a pas de credo, justement. Ouais, Voilà, non, mais je veux dire par là, c'est un jeu de mots en quelque sorte. On a en fait une logique qui consiste à appuyer des analyses multi, on va dire, multi-experts ou multifacettes, sur des données qui sont des données physiques tangibles, bien sûr sur des témoignages, mais les témoignages ne permettent pas de mesurer les choses. Et donc, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement d'écouter l'exposé fait par un certain nombre d'experts participant à cette étude, dite étude d'experts, donc à part, hein, par la NASA, qui, au fond, dit la même chose. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les commentaires qui étaient faits, y compris par Sean Kirkpatrick, sur l'interprétation des images infrarouges, en disant, bah, écoutez, oui, en fait, on a besoin de la distance, il peut se passer un certain nombre de choses. Il y avait des explications qui étaient données par le numéro 2 là, de cette commission de la NASA, qui a expliqué avec beaucoup de pédagogie, au fond, tout ce qui peut se passer sur un trajet optique, y compris d'ailleurs les rayonnements parasites qui peuvent entrer dans un télescope. Eh bien, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que j'avais fait un schéma avec l'aide d'ailleurs d'un spécialiste d'optique et d'optronique qui fait partie de notre commission, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé dans un lointain passé, et en expliquant les mêmes choses, c'est-à-dire, voilà ce qui fait la signature d'un objet,
voilà le milieu qu'il traverse et il peut y avoir des altérations au passage. Et enfin, ça arrive au niveau d'un capteur, ça rentre dans le capteur, et là-dedans, il peut se passer des choses. Il peut y avoir des rayonnements parasites, il y a des circuits de lecture, il y a du traitement d'image. Et donc, voilà, l'information est altérée, et donc il faut essayer de restaurer les choses. Et si on n'a pas l'information, ne serait-ce que sur le trajet qui est suivi, c'est quand même très compliqué. Voilà, donc ils ont expliqué tout ça. Ouais. Une petite question, mais alors, je ne sais pas si c'est le cas, et si c'est le cas, si tu pourras me le dire, mais est-ce que la Haro a pris contact avec Sigma 2 ou pas du tout? Oh non, pas du tout. Pas Non, du tout. non. Bon, ça pourrait s'envisager. Disons que on n'est pas aujourd'hui dans une, je pense, dans une situation, à une étape où les contacts sont pris de cette façon-là. Je pense que l'ARO se concentre d'abord sur l'affaire américaine, ouais. Les affaires américaines, mais les affaires américaines ne veut pas le dire limité au continent américain, puisqu'il exhibe une carte en montrant des points chauds d'observation des UAP, et notamment de ces sphères, hein, puisque si on résume ce qu'il a dit dans la conférence, et il a dit des choses nouvelles, justement. Il a dit, voilà, on observe des choses, on a encore beaucoup plus de cas que ce que l'on vous avait annoncé, en gros, il y a un mois, hein. Souvenons-nous, voilà, quand ils sortent leur rapport, on en est à 509 de mémoire. Bon, il n'y a pas très longtemps, ils en sont à 600 et quelques. Ouais, 600, et là, ils en sont à 900. Combien la semaine prochaine? Donc, ce qui est important, c'est qu'ils se sont focalisés sur les cas en quelque sorte anormaux, voilà, qui relèvent du mot anomalous dans leur acronyme, là, donc ARO. Et là, ils disent il y en a 3-4%. Ils se concentrent là-dessus. Lorsqu'ils ont sorti leur rapport, ils étaient plutôt dans le commentaire de la statistique générale, en expliquant qu'ils travaillaient, qu'ils croisaient des informations, mais effectivement, comme tu le disais, qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Là, au fond, ils se sont focalisés sur les aspects extraordinaires, enfin étonnants, et pas les autres. Et ils ont donné pour la première fois, vraiment pour la première fois, des caractéristiques eh bien, on va dire d'UAP, qui sont bizarres, quoi. Donc, donnant des dimensions, expliquant qu'ils peuvent être visibles ou translucides. Voilà, quel est le rayonnement infrarouge, enfin, dans quel domaine voilà, de l'infrarouge ça rayonne, des fréquences radar. Hein, souviens-toi, dans notre rapport de 2021, déjà en 2015, mais en 2021, on avait indiqué qu'il y avait des émissions électromagnétiques qui avaient été relevées dans certains cas. Ça a été le cas aux États-Unis plusieurs fois, sur des fréquences précises. Voilà, c'est le cas notamment du RB47, hein, avec des fréquences à 3 GHz qui ont été mesurées en 1957, donc il y a longtemps. Mais ça a été le cas dans d'autres pays. Donc ça, il en a parlé, et il a fait une espèce de, comment dire, de caricature, en quelque sorte, des caractéristiques de ces UAP. C'est totalement nouveau, ça. Et la seule chose qu'on puisse regretter, enfin, pour peu qu'on ait des commentaires à faire, mais si on travaillait, entre guillemets, si on avait l'occasion d'échanger avec eux, peut-être cela serait différent, c'est d'avoir véritablement, sur un cas donné, non pas une photo et une explication synthétique, mais des informations plus précises, trajectoires, etc. Et cela, pour l'instant, on n'y est pas, mais je pense qu'ils ont beaucoup à faire chez eux, d'abord, entre services, pour croiser les informations, faire en sorte que l'information parvienne à la HARO, et selon ce que disait Sean Kirkpatrick, ils ont entamé un certain nombre de contacts dans le cadre de leurs accords Five Eyes, hein, donc voilà, sans doute avec la Grande-Bretagne, le Canada, etc., l'Australie, bon, voilà. Pour l'instant, le cercle de réflexion est là. Mais c'est intéressant. Bah oui, parce qu'on voit que la science, avec un grand S, sur le coup, se penche de plus en plus sur le phénomène. Enfin, en tout cas, il y a une reconnaissance d'une existence d'un phénomène. Quel est-il est-il de chez nous? Est-il extraterrestre? Ça, aujourd'hui, la science ne veut pas encore poser la question. Elle veut déjà analyser ce que c'est.
Et justement, mais tu aurais voulu un timing de meilleure qualité, tu aurais eu du mal. Sigma 2 a organisé cette semaine une conférence assez exceptionnelle. Vous avez eu la chance de présenter un panel d'invités. Alors, juste très, très brièvement, parce qu'on annoncera les choses avec le programme de façon plus détaillée, mais tu as raison. Enfin, je pense que c'est important de citer d'abord les organismes. Hein. Oui. Donc, effectivement, on a organisé un soir, là, mercredi, un rendez-vous avec des représentants d'associations scientifiques américaines ou internationales s'intéressant aux phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et l'objectif était de croiser les points de vue sur une thématique précise qui sont les observables optiques des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors c'est vrai que lorsqu'on écoute, et là pour le coup c'est un hasard total, lorsqu'on écoute l'intervention de la NASA avec l'ARO, on voit bien, et c'est bien normal, que l'on parle au fond d'un certain nombre de ces observables. Donc ça, finalement, c'est une synchronicité inattendue. Et c'est intéressant d'avoir donc convié des gens qui sont des scientifiques, hein, voilà, astronomes, astrophysiciens, spécialistes, par exemple, des phénomènes hein, de Hessdalen. Donc, chacun dans sa discipline. Il y avait aussi des experts de Sigma 2 qui ont participé et qui ont écouté aussi un débat. Il y avait des gens comme Jacques Vallée. Voilà, on donnera le détail du programme. Je dois dire, et je précise d'ailleurs, que cette opération s'est faite avec ton aide et celle de Maybe Planet, parce que nous avons pu enregistrer à l'avance un certain nombre de choses et il y a eu un support, on va dire, multimédia en quelque sorte, extrêmement fiable et qui a permis la réalisation au fond d'une rencontre à grande distance. Que certains étaient venus, s'étaient réunis donc à Paris, mais nous étions en liaison directe également avec des gens qui étaient sur le continent américain, hein, comme Robert Powell, comme il y avait également une astrophysicienne de l'équipe SCU. Sophie Little, oui. Sarah Little. Sarah Little, pardon. Sarah. Donc, voilà, des pointures dans différents domaines de la physique pour non pas philosopher hein, sur ce qui est extraterrestre ou pas, même si, soyons clairs, chez un certain nombre de scientifiques, lorsque, effectivement, je suis en train de chercher son prénom, Béatrice Villaruel, donc, qui est une astronome suédoise, qui travaille pour un institut très sérieux, s'intéresse à un projet qui étudie, au fond, des plaques photographiques qui ont été réalisées avec des télescopes dans début des années 60, à l'époque où, au fond, les satellites, il n'y a pas grand-chose en orbite, ont inscrit sur leurs plaques des taches lumineuses correspondant donc à des points fixes. Quels points fixes? Pourquoi? On ne sait pas l'expliquer, donc il s'intéresse très sérieusement à ce sujet. Donc oui, il n'y a pas de tabou. Et là, alors après, parler de sons, d'extraterrestres, tout ça, c'est un petit peu comme le professeur Avilhomme, qui parle de vaisseaux mers. J'utilise des mots imagés en quelque sorte. Ce qui est intéressant, ce sont quand même les sciences de base, le fait qu'il puisse y avoir des mesures et qu'ils en réclament. Et voilà. Pour revenir à la NASA, je ressaute, mais pour faire un lien plus étroit, c'est qu'ils se sont présentés un petit peu comme le porte-emblème de la communauté scientifique américaine, en disant voilà, nous sommes scientifiques, nous ne sommes pas l'ARO. Hein. L'ARO, c'est l'organisme qui est chargé, de structurer les analyses, les réflexions entre organismes américains, à commencer par ceux de la défense et du renseignement, mais également l'aviation civile. Et puis, évidemment, la NASA se trouve dans le sillage. Ça, c'est pas le job de la NASA. La NASA se positionne en tant qu'organisme
eh bien, conduisant des opérations pour les sciences et l'espace, hein, et donc avec une cohorte de scientifiques derrière. Il dit on a besoin de données, on constate, ils admettent, ils disent il y a des phénomènes que l'on ne comprend pas, d'où est-ce que ça vient, ça ne se comporte pas comme ce que l'on connaît, on a besoin de plus de données, et voilà. Et donc en cela, effectivement, on se retrouve. Mais la NASA a pris contact d'ailleurs, il y a eu des échanges avec le CNES GEPAN, ce qui est tout à fait normal, hein, ouais, bien sûr. et de par, au fond, l'existence du GEPAN et son histoire, la HARO, au fond, c'est un organisme, je dirais, de défense, de renseignement, etc. Il n'y a pas de raison qu'ils viennent voir, enfin, Sigma 2, on joue pas dans la même cour. Par contre, ce qui est intéressant, Sigma 2 a quand même une expertise. On a une façon de travailler, dans quelques cas. Ce qui est intéressant, et ce que j'espère, c'est que, bon, effectivement, certains de nos travaux seront portés à leur connaissance et sont un exemple, parmi d'autres, de la façon dont on peut mener des analyses entre différentes expertises scientifiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Sigma 2 va permettre au public bien de voir, d'une part, les interventions qui ont été enregistrées par ces scientifiques et également la table ronde. Alors, donc, vous allez permettre au grand public de voir ces échanges. Alors, effectivement, on a pris le parti d'enregistrer de façon à pouvoir permettre de l'accès à l'information et au débat, suivant les thématiques que l'on s'est données. Il y avait 7 exposés, comme je l'ai déjà dit, sujet de débat, les observables optiques des phénomènes aérospatiaux identifiés, et permettre donc, de façon différée, à un large public d'accéder, ce qu'on n'aurait pas pu faire en temps réel pour plein de raisons. Pour des raisons qui sont liées bien évidemment, je dirais, à des aspects horaires, et en particulier de décalage horaire avec les États-Unis, etc. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est d'avoir des liaisons, je dirais, qui permettent de véhiculer les flux vidéo, etc., pour que tout le monde puisse accéder. Donc là, effectivement, la mise au point, l'enregistrement, tout ça a été fait, encore une fois, de façon étroite avec toi et le support de tes moyens de MeiPlanet. Et puis, la 3AF va reprendre ensuite sur son site et mettre à disposition donc ces heures, parce que c'est plusieurs heures d'enregistrement. On ne cherche pas à comment dirais-je, à concurrencer la NASA en disant bon tiens, ils ont fait quoi 4 heures, on va faire un peu plus. Non, on n'en est pas là, et heureusement pour nous. Et puis il n'y a pas de compétition, ce serait stupide. Luc, disons-le, hein, allons un peu behind the scene. C'est pas un projet qui a été monté en 2 secondes en disant tiens, la NASA fait des trucs, nous aussi on va faire. Hein. C'est un projet qui remonte à plusieurs semaines, voire plusieurs mois quand même. Hein. C'est vraiment la synchronicité quoi, hein, qui a fait que. C'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble. Ouais. En fait, si on reprend les choses dans l'ordre, nous avions, comme certaines fois, organisé une séance télévisée, enfin enregistrée sur le plateau d'Agora News, hein, sous la direction de Michael Léjard, qui s'intéresse au sujet, qui nous a très gentiment conviés à, je dirais, intervenir aux côtés quand même de gens qui sont très respectables et connus, Alain Juillet, Jean-Claude Bourret. Alors justement, je me permets, tiens, je viens de le recevoir aujourd'hui, il sort du courrier. Ouais, ça me rappelle les émissions que je regardais il y a bien longtemps de Bernard Pivot, tu sais, apostrophe ou bouillon de culture. Et puis à la fin, très rapidement, il y avait plein de bouquins. Alors, j'en profite pour faire un gros bisou à Jean-Claude. Merci beaucoup de m'avoir envoyé. Je vais le lire avec beaucoup d'intérêt. Voilà, il sort, je crois qu'il est sorti, ou il sort très très prochainement. Donc voilà, il est là. Donc tu vois. Hein, et cette émission d'Agora News, toujours disponible hein, d'ailleurs, hein, toujours disponible sur la chaîne. Oui. Alors, c'était l'émission Éclairage, avec un sujet sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et puis, ça a été rebaptisé Dossier OVNI. Bon, ça a fait un nombre de vues impressionnant d'ailleurs. Ouais, Michael, ça a dépassé le million. On est à
près de 3 millions. C'est énorme. En l'espace de 2 ans. C'est énorme. Celle qui a cartonné énormément, bon, évidemment, c'est la première, donc forcément, remontant à 2 ans, je pense qu'on était au-delà du million. Il y en a une qui a super cartonné, c'est au mois de janvier. Nous avons donc diffusé une émission qui intégrait des témoignages de pilotes militaires, avec 2 intervenants. Excellent. Le général Bruno Mignot, donc ancien pilote de chasse, pilote de transport, et qui a été, avec son équipage, témoin d'observation lors du 5 novembre 90, sujet bien connu en France dans le domaine des PAN, et puis le contre-amiral Oudaï, qui fait partie de la commission Sigma 2, donc qui est un marin, ancien pilote de chasse, qui a été sur le Rafale et qui a commandé les flottilles de la marine, et qui a été lui-même témoin en 1976, je crois, lors d'une mission de nuit à 2 avions, donc de retour du côté de Brest vers leur base. Ils ont vu quelque chose de tout à fait étonnant, l'un et l'autre pilote, choses qui ont été observées également depuis le sol, depuis la côte, et également par un gendarme là, du côté de la presqu'île de Crozon, près de l'île Longue. Donc, évidemment, ça a captivé les gens. Et nous avons fait 400 000 en l'espace de 3 semaines. Voilà. Donc, oui, ça laisse rêveur. Mais les ingrédients sont importants, et j'en reviens aux observables après. Exactement. C'est qu'il y a donc en 2022, nous avons sorti une émission au mois de mars à laquelle j'avais convié justement Robert Powell du SCU, et puis Frank Milburn, qui est un ancien du renseignement britannique et qui avait commis un article dans une revue d'un think tank israélien, Begin Sadat, où écrivent des gens très sérieux sur des thématiques de stratégie, etc. Et donc, il avait fait un article citant les phénomènes aérospatiaux non identifiés, et par exemple un cas qui nous a beaucoup intéressé chez Sigma 2, qui était le fameux cas de Téhéran. Donc, nous avons fait cette émission avec ces 2 intervenants extérieurs, et j'avais évoqué à l'époque à Robert Powell l'idée d'organiser un jour, non pas un débat à la télé sur un plateau qui est forcément condensé. On a réussi à faire plus de 2h40 une fois, mais enfin, voilà, on ne cherche pas à battre ces records à chaque fois. On était plutôt sur un format qui était plus court, et de se donner rendez-vous plus tard en réunissant cette fois des experts. Donc, pour en revenir au public, effectivement, c'est l'occasion de voir des experts s'exprimer sur un sujet, expliquer les problématiques de mesure, etc. Alors évidemment, il faut nous pardonner là-dessus, il y a parfois un jargon qui est un peu spécialisé, parce que c'est pas un débat, de vulgarisation, mais c'est extrêmement accessible. Et puis, on peut sauter d'une intervention à l'autre. Ça donne plusieurs facettes, et c'est intéressant. Et puis en plus, il y a quand même, il y a une introduction, il y a quelqu'un dont je laisse découvrir les gens lorsqu'ils se connecteront. Et donc, alors, c'est en anglais aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas le choix. Voilà, une grande partie des intervenants ne sont pas francophiles ou francophones, ils parlent anglais. Et donc, comme dans beaucoup de conférences internationales, nous avons parlé en anglais. Alors, certains qui sont bien français ont effectivement un anglais qui est plus facilement intelligible. Voilà, avec l'accent, bien sûr. Je connais ça. Mais on verra, on va étudier la question de voir si on peut faire une mutation, une transmutation dans une version sous-titrée en français. On verra ça. Mais en tous les cas, c'est le fruit d'une expertise avec des experts de Sigma 2 qui ont suivi, l'un d'eux qui m'a aidé dans une présentation que j'ai faite, et c'était vraiment de très bon niveau, et on n'a vraiment pas à, je veux dire, pas faire de complexe, c'est pas le mot, mais à rougir de cette intervention par rapport au type d'intervention et d'experts cités.
dans le cadre de la conférence de la NASA. C'est pour cela, justement, que sans l'avoir prévu précisément, encore une fois, on l'a monté en moins d'un mois. Voilà, la décision a été prise d'organiser cet événement sans savoir qu'il y aurait la conférence de la NASA, bien entendu. Encore une fois, c'était pas tiens, on va faire un truc derrière. Fin avril, début mai, quoi. Et donc, on a eu tout juste un mois pour aligner tout ça et le réaliser. Bon, ben voilà, le challenge, je dirais, voilà. Et atteint. Alors, il y aura une petite participation financière qui sera demandée pour accéder à ces travaux, à ces éléments. Tu as d'ores et déjà une idée du prix ou c'est encore à définir? Ouais, je laisse la 3AF, là, je dirais, aligner tout ça. Mais oui, c'est une petite participation. Bon, voilà, enfin, je veux dire, on reste dans les ordres de grandeur d'une place de cinéma. Ouais, on sera très loin de certains événements. Ah oui, bah, chacun. Bon, non, puis il y a des conférences internationales qui sont organisées par la 3AF, qui relèvent, qui durent plusieurs jours, avec de nombreuses sessions, de nombreux experts, donc avec une logistique, y compris pour nourrir les gens. Voilà, il y a des pauses café, il y a des trucs, etc. Bon, là, on est sur quelque chose de plus rustique, mais quand même, il faut organiser. Et puis, nous, commission technique de la 3AF, on n'a pas de moyens. La 3F est une association, d'accord. Elle ne fait pas d'argent, c'est une association loi 1901. Elle a un budget de fonctionnement, bien évidemment, parce qu'il faut quelques personnes, mais nous n'avons pas de budget au niveau des commissions. Et les scientifiques qui se montrent ouverts au niveau de certains laboratoires pour nous écouter, voire nous proposer des expériences, etc., à un moment donné, de toute façon, mener ces travaux-là, ça coûte de l'argent. Il faut pouvoir payer des analyses, par exemple, des choses comme ça. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir créer une petite ressource qui permette de conduire des travaux. Alors, on a vu avec les associations américaines aussi, ils peuvent proposer de faire des dons. Donc, on met ça en place et puis on verra bien. Et bon, c'est aussi une façon de voir un petit peu le cœur des gens et leur intérêt, leur plaisir à suivre ces travaux. Ça fait quelques années. Bon, Sigma 2 a une dizaine d'années, 10 ans. Voilà. Effectivement. Ça a démarré dans le nouveau format début 2013. Nous sommes en 2023. On a sorti des rapports. Voilà, il y a des gens qui. Beau bilan déjà, ouais. Beau bilan en 10 ans. Oui, écoute, il y a une histoire qui se fait aussi autour. C'est vrai. Et voilà, nous ne sommes pas à la source de l'histoire, des révélations américaines, etc. Par contre, on a pu et on a su rassembler des experts, se faire les dents sur des cas comme l'affaire d'Aqualia ou l'affaire du Cougar, avec des spécialistes radar, de rayonnement infrarouge, de mécanique du vol, voilà, des gens qui savent faire voler des missiles, des choses comme ça. Et donc, ces expertises travaillent ensemble et permettent de mener des analyses qui sont somme toute assez pointues, et donc qui nous préparent aussi peut-être à rentrer dans l'intimité de cas plus étonnants, ce qui se passe en ce moment sur un cas sur lequel on travaille, dont on parlera sans doute un jour plus précisément, qui est le cas de Jersey, cité dans le livre de Leslie Kean, qu'elle avait sorti, je crois, en 2014, que je ne connaissais pas, que nous ne connaissions pas, et pour lequel on a réussi, grâce à un Britannique, à récupérer les données radar du radar contrôle de trafic aérien de Jersey de Guernsey, et on est en contact avec l'un des pilotes qui a observé ces fameux pans. On était en contact avec le chef contrôleur donc de l'aéroport de Jersey qui avait accès aux informations radar, et on a mis des spécialistes vraiment, et on regarde, alors là, on a réussi à extraire des enregistrements, tous les éléments qui permettent de faire une représentation de ce que l'on appelle une situation radar, donc si vous voulez un scope avec des pistes de place, etc. Et mieux que les pistes, c'est des plots élémentaires, c'est-à-dire, imaginons qu'une piste est un train, eh bien ce sont tous les petits wagons qui s'accrochent les uns les autres, et évidemment, suivant le fouillis, on peut les accrocher dans un sens, dans l'autre, donc on cherche ce que l'on appelle des patterns, on cherche à comprendre ce que ça peut représenter. On a l'impression à un endroit qu'on a des grandes fluctuations et comme si on avait un balayage qui suivait un objet de grande dimension. Donc voilà, l'analyse est en cours là-dessus. Bon, de toute façon, on va être clair, 2023, ça va être, je pense, encore une grande année dans ce domaine de recherche, mais
tu le dis souvent et je suis d'accord, ce qui est important dans ce domaine de recherche, c'est la data. Encore une fois, les témoignages, c'est intéressant, mais sans data, bien ça reste du témoignage et chacun peut voir, croire ou entendre ce qu'il veut et ça ne fait pas vraiment avancer le sujet. Voilà. Luc, un grand merci. Bien sûr, dès que les conférences seront en place, on en fera aussi bien sûr le retour sur le Maybe pour que vous sachiez où aller. Écoute, je te souhaite un bon week-end qui risque d'être court après une semaine plus que chargée quand même de ton côté. Oui, il y a des nuits qui sont courtes. Ouais. Mais bon, écoute, c'est quand même sympa quand on voit toute cette actualité, tout ce remue-ménage qui se fait autour du sujet. Pendant des années, on s'est un petit peu plaint que le sujet était calme. Voilà, quoi. Et puis c'est sympathique de voir des scientifiques américains, parce que donc, certains se sont déplacés, suédois, allemands, venir au cœur de la 3AF pour cette réunion dans la salle du Conseil de l'Aéroclub de France, qui est un site absolument magnifique, historiquement, des pilotes, des astronautes. Voilà, c'est lambrissé, on est vraiment quasiment dans un musée, quoi. Voilà. Donc, oui, c'est satisfaisant et de voir des gens qui sont contents de s'être rencontrés, d'avoir travaillé ensemble et de partager, parce qu'évidemment, il faut toujours un petit peu de tradition française après un dîner voilà. Dans un restaurant que je ne dévoilerai pas, mais dont le patron est très intrigué, très intéressé par les phénomènes. Ça peut aider. Ça peut aider. Voilà. J'avais emmené Dominique Filleul une fois dîner ensemble et il était très heureux de le rencontrer. Donc voilà, ça crée de la convivialité avec des gens de bonne humeur, c'est bien. Voilà. Je rappelle, parce que c'est important, que nous enregistrons avec Luc cette émission le vendredi 9 juin à 19h. Je dis ça parce que l'actualité étant tellement folle, va savoir ce qui va se passer demain, après-demain et autres. Donc voilà, si les soucoupes atterrissent à la Maison Blanche dans l'intervalle, sachez qu'on n'en parle pas parce que ça a été enregistré le vendredi 9 juin à 19h. Et surtout, rassurons le public et les auditeurs, c'est pas nous qui l'avons provoqué. Voilà, c'est vrai qu'on dira, ça y est, t'as vu Sigma 2, ils ont les infos, ils sont de mèche, ils font partie du truc. Bon, Luc, on espère un beau succès pour cette belle initiative qu'a pris Sigma 2. Encore une fois, ça a été un chouette événement. Nous, on a été ravis de vous aider avec nos petits moyens techniques, mais c'est vrai que ça s'est bien passé. C'était non pas que c'était difficile, mais on espérait être au niveau et je pense qu'on a pu faire ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Donc, on en est ravis. Et puis, Luc, de toute façon, on sait qu'on va te retrouver cette année, probablement dans des journaux, sur des télés ou sur des conférences et des salons qui vont s'organiser. Donc, bien sûr, tu sais qu'on te suit. On va voir les choses au fur et à mesure. Exactement. Mais bon, moi, je pense que tu vas avoir une fin d'année chargée encore une fois. Wait and see. Wait and see, effectivement. Bon, les amis, on vous souhaite un bon samedi soir si vous regardez cette émission en direct, et puis une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée en fonction du moment où vous la regardez. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.